Alors, ce livre, en fait, est un peu une compilation de votre doctorat que vous avez réalisé en 2016. Voilà, c'est une compilation, peut-être pas, parce qu'en fait... J'aime pas le mot compilation, mais je savais pas comment l'exprimer. Par rapport à la thèse de doctorat que j'ai soutenue en septembre 2016, j'ai élagué le texte pour le rendre plus lisible et lui enlever l'appareil de académique. Et j'ai voulu en faire un texte qui soit vivant et dans lequel on puisse reconnaître l'invisibilité, le génie des lieux. Je dis souvent, voilà. Voilà, alors le génie des lieux, il est également dans votre livre que j'ai lu avec un intérêt surdimensionné. C'est passionnant, c'est à tous les niveaux. C'est un livre, alors ce n'est pas évidemment, surtout, je préviens, ce n'est pas un roman. En revanche, c'est un livre qui se savoure. On peut le lire chapitre par chapitre, en fonction des pôles d'intérêt de chacun. Et c'est ça qui en fait sa force également. Et puis, vous donnez énormément d'exemples vivants, littéraires. Vous citez énormément d'auteurs qui ont aimé Odessa ou pas, qui ont parcouru la littérature juive. Avec vous, on voyage. Merci, c'est un beau retour sur ce travail. Oui, je suis partie en fait de l'idée que la littérature pouvait aussi donner une certaine connaissance de la ville. Elle touchait à l'âme, alors que l'histoire touchait aux faits, et que ça pouvait être deux compagnons d'écriture. Et donc j'ai sillonné que ce soit pour la jeunesse des lieux, des carnets de voyage que les hommes d'affaires tenaient lorsqu'ils partaient pour aller chercher des affaires. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de la ville, de plus en plus d'auteurs ont écrit sur le sujet, et jusqu'à ce passage entre le 19e et le 20e siècle, où les grands auteurs juifs de la ville, de russophones ou yiddishophones, ont écrit sur la ville de façon extraordinaire et extraordinaire. Tout à fait presque inattendu. Voilà. Je pense que quand vous avez fait votre thèse et que le livre est sorti, vous ne pensiez pas que vous seriez autant dans l'actualité. Oui, non, on m'a même dit, petite anecdote, si j'avais payé Vladimir Poutine pour pouvoir mettre mon livre en lumière au moment de sa sortie, parce qu'en fait, le livre était prévu... J'espère que c'était de l'humour. Oui, c'était de l'humour. Il était prévu au mois de mai, sa publication par Honoré Champion, et en fait, on a avancé d'un mois la sortie du fait de l'actualité. Voilà. Alors, c'est juste fascinant. Vous nous parlez, au départ, de l'histoire d'Odessa, de l'histoire de l'implantation des Juifs. Ça remonte à combien de siècles? On va pas tout dévoiler, mais j'aimerais qu'on évoque certains sujets, Isabelle Nemirovsky. Ça remonte à combien de siècles, cette histoire d'Odessa? L'histoire d'Odessa est relativement jeune, puisque sa création, c'est une ville nouvelle créée par Catherine la Grande en 1794, qui est le résultat de guerre russo-turque, et elle a gagné ce littoral, et elle a décidé qu'elle aménagerait un débarcadère, un quai marchand, pour pouvoir faire aussi une ville extraordinaire qui serait le pendant de celle de Pierre le Grand un siècle plus tôt. Alors, pourquoi cet intérêt de votre part ? Tout simplement, c'est une histoire familiale. C'est même plus qu'un intérêt. Oui, voilà. C'est une passion, hein. Oui, on m'appelle d'ailleurs la passionnariat d'Odessa. Oui, c'est devenu... Je n'aurais pas osé, mais... C'est une histoire familiale, mais qui passe par la musique avant tout. Comme mon frère a étudié, est pianiste, enseigne à Londres, à haut niveau, et on disait que ses talents pianistiques étaient l'héritage de cette ville d'Odessa où habitait son grand-père, où était né son grand-père. Voilà. Et dans votre cas ? Et dans mon cas, c'est la rencontre avec un petit ami qui disait « Mais comment se fait-il que tu ne connaisses pas Isaac Babel en tant avec une histoire odessite ?» Et c'est lui qui m'a initiée
à Isaac Babel et à la découverte d'autres grands hommes de la littérature, à savoir un de mes préférés, Sholem Aleichem. Et à partir de là, c'est gentiment installé cette proximité avec la ville et avec ses racines, jusqu'à vouloir vraiment m'y consacrer pleinement. C'est incroyable le nombre d'auteurs juifs et yiddish qui étaient d'Odessa. C'est fascinant. Tout à fait. Je veux dire, c'était un pôle culturel presque primordial pendant des années, des décennies, des siècles, voire. Oui, absolument. Et ça, on le sent. Quand on vous lit, on sent Odessa vibrer. C'est incroyable. On doit tout à cette ville et même on doit ce vent de modernité qui est passé sur cette ville, on le doit aujourd'hui dans notre judaïsme libéral aussi. C'est un endroit où non seulement la littérature, alors il faut savoir aussi que Odessa a été classée par l'UNESCO comme une ville créative du point de vue de la littérature. Elle a son propre musée de la littérature où elle abrite jusqu'à 300 auteurs de la ville, ce qui est assez énorme. Tout à fait énorme. Mais elle a aussi, bien évidemment, la musique avec les grands interprètes, mais elle a aussi les courants proto-sionistes, parce qu'il y avait beaucoup de laboratoires d'idées dans cette ville. Des idéologies Vous parlez beaucoup du Bund aussi. Oui, alors le Bund reste un petit peu à l'écart. Enfin, pas à l'écart, mais vous donnez quand même une très belle explication de ce qu'était le Bund. Tout à fait. Oui. Mais les implantations du Bund dans le sud de l'Empire étaient moins importantes. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu d'autres courants tout aussi qui se sont aussi formés. Et ce qu'il faut savoir, et pour rendre hommage, parce que j'aime beaucoup rendre hommage aussi à cet homme, c'est Léon Pinsker, dont on oublie qu'il a été avant Herzl, le premier à parler d'un foyer juif et d'une solution de partir de là où les Juifs étaient finalement maltraités. Alors ça, vous en parlez également. Il y a une partie qui est un peu, c'est presque effrayant, quoi, quand j'ai lu ça. C'est une suite de pogroms, c'est hallucinant. Il y a eu des pogroms très importants, entre autres en 1905 ou 6, je ne sais plus. Et ce qui s'est, vous en faites une description. Oui, tout à fait. J'ai eu un peu de mal à m'endormir après, mais bon. Oui. Mais je vous le dis, mais en même temps, il faut savoir. On peut pas dire on ne savait pas. Ouais, grâce à vous, on a les infos. C'est du concret et c'est pas parce que c'est un terme vague en fait, mais là vous dites très bien les choses. Oui, c'est-à-dire que quels que soient les soubresauts de l'histoire, les Juifs sont toujours font la proie de massacres. Et c'est vrai que la ville d'Odessa a été au début préservée. Il y a eu un pogrom organisé par les Grecs, mais c'était une question de concurrence, et pas parce que les Juifs étaient des Juifs. Mais au fur et à mesure que le temps passait et qu'il y a eu des problèmes économiques, surtout à la fin du 19e siècle, et aussi l'assassinat d'Alexandre II, dont on a rendu responsables les Juifs. À partir de là, il y a eu une vague de pogroms qui n'a jamais cessé. Oui. Bien avant la Shoah, en fait. Bien avant la Shoah, tout à fait. Oui. Et que ce soit la guerre civile, que ce soit le pogrom de 1905, qui est vraiment le paroxysme de l'anti-judaïsme. Mais ensuite, il y a eu la guerre civile. Et on ne va pas défiler. Je rends compte effectivement de tous ces événements parce qu'il faut les connaître. Et pour essayer aussi de comprendre que les Odessites sont des gens qui sont rebelles et très résistants. Très. Voilà, et qu'on le sent encore aujourd'hui dans leur façon d'être au monde et d'accueillir les événements. Alors, il y a Odessa,
la ville, la première ville, évidemment, qui se trouve donc en Ukraine. La mère patrie. La mère patrie. Mais il y a aussi, vous en parlez très bien, et ça m'a d'autant plus touchée que j'y étais allée et que vraiment, j'ai été très remuée en étant là-bas. Little Odessa à New York. Oui. C'est la plus belle représentation, en fait, de cette transplantation. Voilà. Les Odessites avaient besoin de se retrouver entre eux. Oui, ils avaient besoin de se retrouver entre eux. En fait, ce que j'ai compris aussi pour les Juifs d'Odessa ont une nostalgie qui est tout à fait particulière et originale. Elle n'est pas larmoyante, mais elle est très créative et très féconde. Et ils ont déplacé, chassé par les pogroms, mais une des voies de la migration étant l'Amérique, la voie principale, ils ont, sur les bords de l'océan, décidé que on pouvait retrouver là une similitude, une ambiance. Voilà. Et donc, ils ont créé une enclave qui aujourd'hui encore a des codes et très codifiés. Très codifiés. Alors il y a également donc à Little Odessa, Brooklyn by the Sea, dont vous parlez. Oui, tout à fait. Rappelez-moi donc vous en parlez. Beach. Oui, Brighton Beach, c'est ce que je veux dire. Voilà, oui. Brighton Beach, oui, tout à fait. Mais s'il y a une sorte de discrétion, en fait, c'est comme à Odessa même, toutes les traces juives sont dispersées. Il n'y a jamais eu ni de ghetto, ni de quartier juif, bien qu'il y ait une rue qu'on appelait la rue des Juifs. Mais toutes les traces sont dispersées dans la totalité de la ville, que ce soit la ville haute ou la ville basse. Eh bien, c'est la même chose avec Brighton Beach. C'est-à-dire que vous avez des signes... Et Mort Schumann l'a très bien chanté, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et on ne découvre pas, il faut faire un effort. Odessa ne se rencontre pas sans effort. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et il faut dépasser la vitrine du boulevard Primorsky sur la mer Noire, qui voulait attirer le chaland, le visiteur. Il faut traverser cette muraille opulente pour retrouver l'intérieur où résidait toute l'âme de la ville. Mais oui. Alors, expliquez-nous, vous êtes allé combien de fois à Odessa? Là, je pense qu'on peut plus y aller, bien sûr. Pour l'instant, c'est difficile, oui. Alors, j'ai commencé, quand je suis rentrée dans cette thèse de doctorat à l'INALCO, je suis partie pour un voyage de recherche en 2011. Et j'y suis retournée ensuite pour des voyages que j'ai organisés et en tant que conférencière pour valisquer les voyages culturels juifs avec André Kosmiski. Oui. Voilà. Et donc j'ai établi bien évidemment des liens et on est aujourd'hui effectivement toujours en contact. Et particulièrement aussi avec le musée d'histoire des Juifs d'Odessa, oui. qui, parce que l'association des Amis d'Odessa accueille une subvention pour la rénovation du musée, qui est un musée qui est... mais bon, les travaux ont été bien évidemment interrompus depuis... mais ils sont toujours actifs et toujours résistants. Oui. Qu'est-ce qui vous a fasciné la première fois que vous êtes allé à Odessa ou pas? Oui, alors la première fois... Vous avez eu l'impression de dire, voilà, home, je suis à la maison, c'est mes origines. Oui. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que je pense que ça restera un des moments de ma vie très marqués. Quand on a atterri, on est passé directement de l'aéroport à la Philharmonie. La Philharmonie qui accueillait, c'était le 9 mai 1945, puisqu'on fête le 9 mai en Russie et en ex-Union soviétique, on fête le 9 mai et non le 8 mai. Et donc, j'ai été sur le trottoir qui menait à cette Philharmonie. Et d'un seul coup, j'ai voulu appeler mon père, qui est donc le fils de ce juif d'Odessa, et je me suis sentie tellement submergée. J'ai pas du tout été préparée à cette émotion que je me suis répandue en larmes et pour catalyseur aussi,
la Philharmonie, donc, qui célébrait la victoire, il y avait un orchestre de samba balalaïka, avec des chanteurs qui chantaient des chants patriotiques dans un endroit absolument extraordinaire. Et là, c'était, voilà. J'y étais, j'étais marquée, et je pense que je suis marquée jusqu'à la fin de mes propres temps. Oui. Alors, Odessa, c'est une ville dans laquelle on ne parlait pas que le yiddish, très loin de là. On y parlait aussi le yiddish, mais vous expliquez qu'on y parlait le russe, l'ukrainien, enfin, d'autres langues. Et ça rejoint ce que vous nous disiez sur le fait que les Juifs étaient dans toute la ville. Les Juifs étaient dans toute la ville, effectivement. Voilà, mais qu'il n'y avait pas un quartier prédisposé. Non, pas de quartier prédisposé. Alors évidemment, il y a le territoire national des comtes d'Odessa d'Isaac Babel dans la Moldavanka, mais qui est un endroit qui était plus pour accueillir à la fin du siècle toutes ces personnes, tous ces juifs qui venaient rejoindre la ville et la ville étant trop chère, la ville centrale étant trop chère, le centre-ville étant trop cher, ils se sont mis dans la périphérie. Et c'est là où s'est développé tout un folklore, celui de Babel, absolument extraordinaire. Et très original. D'ailleurs, on en parlait hors antenne, je rappelle ce merveilleux roman graphique de Camille de Toledo, sur Babel, qui n'était pas sorti à l'époque où vous avez terminé votre livre, mais qui vaut la peine, en plus de votre livre, oui. Histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa, un vieux rêve intime. Il y a tout dans ce titre, finalement. Oui. C'est-à-dire, le titre contient votre livre à tous les niveaux. Oui, alors c'est vraiment, ça a été je cherchais donc au-delà d'un titre assez conventionnel pour une thèse, je voulais redonner toute cette dimension de l'invisibilité et du génie des lieux. Et en fait, c'est en lisant Valentin Kataïev, sa phrase inaugurale du roman Les Catacombes, où il disait « C'était pour moi un vieux rêve intime de partir à Odessa avec papa, seul ». Avec papa. Et déjà, on sentait dans ce regard d'enfant, dans ses émotions, dans ses paroles d'enfant, tout un désir de rejoindre un monde merveilleux. Mais oui, bien sûr. Parce que pour un enfant, c'est un monde merveilleux. Complètement. Voilà. Alors, vous avez fait beaucoup d'interviews pour ce livre, pour votre thèse, que vous avez gardé pour le livre. Et vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont écrit des témoignages sur Odessa et qui sont vraiment passionnants parce que c'est l'histoire de leur famille, parce qu'ils racontent comment les parents ont quitté Odessa, les grands-parents, les arrières. Pourquoi? Ce sont des exemples très frappants. Puis vous parlez également de Johann Sfar. Oui. J'ai essayé de retrouver, essayer de comprendre ce qu'ils étaient devenus. Qu'est-ce que cette histoire avait pu représenter pour eux. Oui. Et effectivement, alors on voit que Johann Sfar, beaucoup de descendants de juifs d'Odessa sont dans le monde artistique. C'est incroyable. Ou dans la littérature. Oui. Et ça, c'est dû à l'éducation qu'on donnait là-bas? Sans doute. Oui. Sans doute, et puis cette effervescence, cette émulation, ces esprits qui se frottaient les uns aux autres. Donc ça a permis une certaine créativité et qui se poursuit parce que je cite aussi dans l'ouvrage un certain nombre d'artistes. Alors on a Johann Sfar aujourd'hui, mais des artistes qui dans la musique, que ce soit la musique classique ou la variété française, et je dévoile pas tout ce qui est dans le livre. Ou la musique klezmer aussi, oui. Et la musique klezmer, absolument. Sachant que la musique klezmer est celui qui a créé le conservatoire d'Odessa, qui est Stoliarski, oui. Qui était à l'origine dans la famille, le père était klezmer et lui aussi. Et c'est devenu une académie qui a formé un conservatoire les plus grands musiciens violonistes de la C'est ce que Denis Cugnot dit toujours, entre un musicien klezmer et un musicien classique, il y a une génération. Oui. La preuve. Voilà. Exactement. Oui. Tout à fait. Exactement.
Exactement. Tout à fait. Une dernière question. Odessa aujourd'hui. Odessa aujourd'hui est empêchée. Elle est empêchée de poursuivre ce qu'elle avait déjà engagé. Engagé depuis 1992, où le Rav Avrum Wolf a été missionné par Israël, le courant Lubavitch, le Chabad, pour remonter cette communauté après la Shoah. Qui était quasiment inexistante. Il a monté un orphelinat, une maison pour les prostituées, une université. Il a fait des choses extraordinaires. C'est un homme de religion, mais c'est aussi un homme d'humour. C'est aussi un homme bon. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le titre de Libération qui écrivait récemment dans un article du mois de mars, Avrum Wolf, juste un homme. Ah oui, c'est absolument magnifique. Ouais, ils sont très forts pour les titres, c'est vrai. Voilà. Alors, Isabelle Nemirovsky, histoire, mémoire, alors histoire au singulier, mémoire au pluriel et représentation au pluriel des Juifs d'Odessa. C'est important tout ça. Il faut lire ce livre, Un vieux rêve intime, paru chez Honoré Champion. Je remontre le livre pour ceux qui nous regardent. Voilà. Et on se quitte, Isabelle, mais peut-être pas pour longtemps, parce que vous reviendrez nous parler ultérieurement de votre association, on peut dire Odessite à Paris. Oui, avec grand plaisir. Voilà, on en reparlera. Grand plaisir. Pour l'instant, c'est une chanson yiddish, Goodbye Odessa. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Ça va? C'était bien? Oui.